Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Ngando. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, Joseph Kabila vient de promulguer ce samedi 27 avril à Lubumbashi, c'est ce que Radio Okapi annonce, la nouvelle loi modifiant la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Et Radio Okapi poursuit, ce texte indique que la CENI comprend 13 membres et elle est dotée de deux organes, à savoir l'Assemblée plénière et les bureaux. Cette réforme fait suite aux nombreuses critiques faites à la CENI de Ngolulunda. Pensez-vous qu'elle va vider le vrai problème qu'est celui de la politisation de cette institution? Monsieur Joseph Kabila étant un président illégitime parce qu'il a fait un coup d'État après les élections de novembre et décembre 2011, il ne peut promulguer aucune loi. Toutes les lois qu'il promulgue, ce sont des lois illégales et illégitimes. Donc cet exercice-là n'a pas sa raison d'être. C'est un point de vue discutable, mais je crois que du moment que ce monsieur-là a fraudé aux élections de 2011, il est illégitime, il a opéré un coup d'État et il ne peut promulguer des lois que nous, en tant que citoyens congolais, pouvons suivre. Mais il a l'effectivité du pouvoir, M. Mbelou. À Kinshasa, c'est bien lui qui fait la pluie et le beau temps. Il a une légitimité, une effectivité de pouvoir contestable parce que il tient à régner par défi. Et c'est là que je félicite mes compatriotes qui, hier, à Bruxelles, ont essayé d'organiser une marche pour exiger la vérité des urnes. C'est vrai que, du point de vue de ce qu'on pourrait appeler, en certains termes, le réalisme politique, il a l'effectivité du pouvoir, mais tomber dans ce faux réalisme politique, c'est oublier que ce n'est pas lui qui gouverne le Congo. Il est là comme une marionnette. Le Congo est une colonie de la communauté internationale, gouvernée aujourd'hui par la MONUSCO. L'ONU, ce n'est pas M. Joseph Kabila qui gouverne le Congo. Il est là, essayant de jouer tant soit peu l'un ou l'autre rôle que lui confère cette fameuse communauté internationale. Mais il n'a pas, comme on le prétend dans certains milieux, l'effectivité du pouvoir. C'est une marionnette, il n'a aucune effectivité du pouvoir. Très bien. En vue d'obtenir l'organisation du sommet de la francophonie à Kinshasa en octobre 2012 et la venue du président français François Hollande, Kinshasa avait promis d'initier un certain nombre d'actions comme la réforme de la CENI, la création de la Commission nationale des droits de l'homme et l'aboutissement du procès Chebeya. Pensez-vous que tout ceci semble être fait pour plaire aux exigences de la communauté internationale? De quelle communauté internationale parlez-vous? Essayez d'examiner ce qui se passe aujourd'hui dans tous ces pays qui font partie de la fameuse communauté dite internationale. La France se porte très mal. François Hollande est à 27% ou 24% de sondages favorables. Comment pouvons-nous nous fier à quelqu'un qui, en tant que socialiste, est en train d'appliquer des mesures d'austérité qui plongent son peuple dans la misère? Comment pouvons-nous nous référer à un monsieur de cet Kabila pour pouvoir dire, voilà, il va venir au Congo, on va régler l'un ou l'autre problème pour régler nos relations avec lui, alors qu'il est incapable, lui, de pouvoir régler les véritables problèmes de la France aujourd'hui. La France est au bout du gouffre. C'est-à-dire, toutes ces questions qu'on lit, dont l'arrangement est lié aux oligarchies des pays occidentaux qui aujourd'hui
se sont vendus au marché économico-financier, toutes ces questions-là devraient être oubliées. Nous ne pouvons pas nous référer aux oligarchies qui n'ont jamais accepté que leur peuple puisse être souverain et jouir de la démocratie. Si vous lisez le dernier papier que j'ai envoyé à Congo One, vous verrez que au sein des pays occidentaux, certains citoyens s'élèvent aujourd'hui, comme Pierre Lévy, à qui je me réfère dans mon dernier papier, qui dit, à partir d'une analyse très bien détaillée, que les oligarchies occidentales ne veulent plus entendre parler de la démocratie. J'ai renvoyé à un article de Guillaume de Rouville qui montre, noir sur blanc, que ces oligarchies n'ont jamais été pour la démocratie. Comment voulez-vous, monsieur Etienne Nando, que ce monsieur qui est allé dernièrement en Chine et qui n'a pas posé le problème du respect des droits de l'homme dans ce pays-là, aujourd'hui il est en train de chercher des marchés pour son pays, que nous puissions nous fier à un monsieur comme ça pour régler les problèmes qui se posent dans notre pays? Non. Ce sont des messieurs qui font partie des oligarchies du pouvoir et qui essayent de nous berner en nous faisant croire qu'ils tiennent au respect des droits de l'homme pendant qu'ils organisent des guerres néocoloniales au Mali et en Syrie. Je vous rappelle par exemple que ce monsieur-là, avec ses services, ont refusé qu'une dame comme Aminata Draman Traoré ne puisse fouler leur sol parce que cette dame-là a compris que la guerre que ce monsieur-là et ses services sont en train de mener au Mali est une guerre néocoloniale. Donc nous ne devons pas analyser la situation de nos pays en nous référant aux messieurs comme François Hollande et aux autres petites mains du capital de Sonakabi. Non. Essayons de voir dans quelle mesure nous, en tant que peuple, en tant que citoyens, pouvons penser à l'avenir de nos pays sans nous référer à la rhétorique mensongère de tous ces messieurs-là. En tant qu'oligarchie occidentale ayant pris leur peuple en otage, elles sont devenues de plus en plus, de moins en moins crédibles. Nous n'avons pas à nous fier à tout ce que elles débitent comme rhétorique. Ben, M. Mbelou, toute la problématique de la crédibilisation des institutions d'appui à la démocratie, elle était plus posée par rapport aux conditions que la communauté internationale émettait. Mais on sent que du côté du gouvernement congolais, il n'y a pas cette volonté politique de crédibiliser ces institutions d'appui à la démocratie. Mais de quelle démocratie parlez-vous? Pas de la démocratie telle qu'elle est en train de nous être vendue aujourd'hui par les oligarchies occidentales ayant pris leur peuple en otage. Si nous avons une question de démocratie à poser chez nous, ça doit aller dans le sens de la démocratie participative, directe et populaire, comme elle est en train de s'épanouir aujourd'hui dans certains pays de l'Amérique latine. Nous n'avons plus à avoir comme unique référence l'Occident, parce que l'Occident a perdu toute souveraineté et toute démocratie. Essayez de reparcourir mon dernier papier, les deux articles publiés autour de Mobutu et les consultations populaires. Vous verrez que je renvoie à certains journalistes, à certains hommes politiques occidentaux qui se rendent de plus en plus compte que l'Occident n'a plus grand-chose à proposer au monde. Si nous avons des questions à approfondir du point de vue de la démocratie, nous devrions le faire en examinant nos propres orientations sans nous référer à ces messieurs-là. Alors, maintenant, est-ce que le Congo tel qu'il se porte aujourd'hui peut faire des avancées démocratiques? J'ai dit non. Parce que ce sont les oligarques occidentaux qui créent les marionnettes, qui gèrent aujourd'hui la sous-région des Grands Lacs. Et vous savez, pendant que j'ai publié les deux derniers articles, j'ai renvoyé à un livre d'un témoin de l'intérieur qui va paraître bientôt, un livre
qui vous montre noir sur blanc que nous n'avons rien à attendre de ceux qui prétendent être les gouvernants actuels du pays. Ils ne font que de la prédation, de la corruption, du patrimonialisme et du clientélisme de très mauvais goût. Ils dépensent de l'argent de ce pays-là comme vous n'en avez aucune idée. Vous savez par exemple que celui dont vous parlez et dont vous dites qu'il a l'effectivité du pouvoir a un budget équivalent à 2 ou 3 fois le budget de certaines provinces de notre pays. Donc nous ne pouvons pas compter sur les nouveaux prédateurs actuels pour voir notre pays s'ouvrir à la démocratie. Nous avons un travail sérieux à faire pour changer de système. Et nous n'allons pas changer de système avec les nouveaux prédateurs actuels tels qu'ils sont secondés par les dinosaures mobutistes. Non, nous n'avons rien, mais absolument rien à attendre de ces messieurs-là avec le réseau de prédation. Je peux, sans risque de me tromper, vous dire que le Congo comme pays n'existe plus. Très bien, justement, en parlant du 24 avril, le mercredi 24 avril 2013, donc cela va faire 23 ans que le maréchal Mobutu prononçait son discours sur la libéralisation des activités politiques. Avant d'aller plus loin, en 23 ans, les Congos, ça vous semble-t-il avoir fini avec la transition politique? Ou existe-t-il aujourd'hui une avancée significative sur la forme de l'organisation de l'État congolais? Pas du tout. Et quand M. Mobutu présente son discours du 24 avril 1994, le Congo, le Zaïre, de ce moment-là, de ce temps-là, était très avancé du point de vue de la mobilisation populaire, du point de vue de la critique journalistique, de la critique politique. Mais nous avons connu une régression inimaginable. Nous avons connu une régression inimaginable, cela parce que M. Mobutu était l'otage du système qui le portait et qu'il avait créé. Il était l'otage des vieux dinosaures de son système, et les quelques propositions positives qu'il avait pu avancer n'ont pas été réalisées. Ce qui fait que, avec les faux libérateurs de la guerre de 1996, notre pays a connu une régression terrible. Aujourd'hui, ces gens-là sont en train de se partager les richesses de notre pays comme des biens sans maître. Donc, c'est un petit réseau de nouveaux prédateurs qui a pris notre pays en otage et qui corrompt, qui clientélise, qui patrimonialise un pays qui compte aujourd'hui plus ou moins 70 millions d'habitants, mais qui est pris en otage par 1% de ces 70 millions d'habitants. Que ce soit à Kinshasa ou dans toutes les autres provinces. Monsieur Étienne Ngandou, il y a un livre qui va bientôt paraître, et si vous lisez ce livre-là de la première à la dernière page et que vous n'êtes pas sincèrement courageux, vous allez pleurer, peut-être que vous ne m'appellerez plus pour ces émissions qui sont suffisamment éducatives pour nos populations. Le Congo, comme pays, n'existe plus. Mais vous-même avez écrit cette semaine à propos de cette date du 24 avril, et votre texte s'intitule Mobutu et les consultations populaires, un des rares moments de lucidité. Était-ce un moment fort de notre histoire? C'était un moment fort de notre histoire parce que ce moment était l'aboutissement de la mobilisation de beaucoup d'efforts, de beaucoup de luttes de nos populations. Mais ce qui a suivi ce mouvement a tout fait pour anéantir toute
ces luttes et toutes ces mobilisations. Et nous nous retrouvons par rapport à la date du 24 avril 1994, nous nous retrouvons aujourd'hui trop loin des objectifs qui avaient déjà été atteints à ce moment-là. Donc notre pays a sérieusement régressé. Monsieur Mbelou, lorsqu'on compare les dernières années du pouvoir de Mobutu à l'attelage institutionnel actuel, on peut affirmer que sur le plan des libertés, le pays a énormément régressé, hein, bien qu'il y ait eu des processus électoraux. Est-ce que cela n'est-il pas désespérant pour tous ceux qui croyaient en la démocratisation de ce pays? Et ça serait désespérant si les compatriotes baissent les bras. Mais comme il y a encore des Congolais debout, il est important que la lutte puisse se poursuivre. Et je vais vous le répéter 1000 fois, le Congo comme pays n'existe plus. Et si nous ne nous mettons pas debout en constituant des grands mouvements fédérateurs qui pourraient engloutir les plus de 400 partis politiques congolais pour faire revivre ce pays-là, pour remettre ce pays-là sur les rails, nous allons disparaître comme peuple historique. Et demain ou après-demain, on parlera de nous en évoquant la légende de ce pays-là. Vous parlez d'un témoin de l'intérieur dans vos 2 derniers articles. De quoi s'agit-il réellement? Il s'agit d'un livre. D'un livre écrit par quelqu'un qui a vécu au sein du système de la Kabylie et qui essaye d'en montrer les points névralgiques, les points qui nous permettent de comprendre comment le Congo est aujourd'hui pillé, mais pillé sérieusement par ses propres fils, par ses propres filles, avec bien sûr la complicité de leurs parents extérieurs. Mais quand vous lisez ce livre-là, de la première à la dernière page, vous vous rendez compte que du point de vue de ce qui se passe à l'intérieur de notre pays, les faux libérateurs de 1996 sont en train de nous tuer à petit feu et de tout faire pour que ce pays-là disparaisse comme entité culturelle, politique et géographique. Et je ne veux pas en dire plus parce que le responsable du livre est en train de tout faire pour le mettre sur la place publique. Dès que ce livre est mis sur la place publique, nous allons organiser 2 ou 3 émissions. Je solliciterai votre indulgence pour cela, afin que nous puissions en décortiquer les points forts. C'est un livre très instructif, qui a ses points forts, mais qui a aussi ses faiblesses. Mais l'essentiel de ce livre, c'est que il nous apprend beaucoup sur le fonctionnement du système de prédation actuel, mais du point de vue des acteurs intérieurs, du point de vue de nos frères et sœurs qui sont tombés dans une cupidité, dans une corruption, dans un clientélisme qui ne disent plus leur nom, mais dans une corruption, dans une voracité, dans une cupidité, dans un clientélisme qui ont achevé notre pays, dans ces antivaleurs qui ont fini par contribuer à la disparition de notre pays comme entité politique, culturelle et sociale. Et c'est grave, c'est grave. C'est bien que nous puissions avoir les émissions de ce genre parce que ça va constituer pour les générations futures un témoignage qu'ils pourront entendre pour qu'elles se disent, pour qu'elles se disent qu'elles ont été averties. Nous sommes en train de disparaître comme peuple par la faute de la cupidité, de la voracité, du clientélisme
et de la corruption dans lesquelles certains d'entre nous sont tombés avec la complicité de faux libérateurs de 96 et leurs parents. Très bien. Hier 27 avril 2013, à Bruxelles, la diaspora congolaise a organisé une manifestation pour exiger la vérité des urnes. J'y étais et j'ai pu m'entretenir avec différents activistes congolais de Belgique qui s'est trouvé là. Et j'ai pu constater une grande détermination puisque il revenait souvent cette insistance sur la conviction à mener ces combats jusqu'au bout, quelle qu'en soit la durée. Monsieur Mbelou, on a l'impression d'assister à l'émergence d'une nouvelle génération d'opérateurs politiques. Est-ce de la naïveté de notre part ou bien cela semble être vrai? À mon humble avis, cela devrait être vrai. Même si ça partait d'une certaine naïveté, nous avons tout intérêt à pouvoir soutenir et à pouvoir rejoindre ces compatriotes qui se sont mis debout et qui tiennent à rester debout pour que nous ne disparaissions pas comme peuple historique. Ah, Monsieur Etienne Ngandou, le danger est imminent. Le danger ne se situe plus aujourd'hui au niveau de la guerre qui nous est faite à partir de l'est de notre pays. Le danger se situe à tous les coins de notre pays, dans toutes nos provinces. Et ce danger se situe au niveau de nos propres frères et sœurs et, comme je le disais, de ceux qui le soutiennent de l'intérieur. Mais, de l'extérieur, pardon. Mais nos propres frères et sœurs sont plus dangereux que les témoins de l'extérieur. Dieu merci, il y a encore au cœur de notre pays et surtout à l'extérieur des compatriotes qui comprennent que si nous ne nous mettons pas ensemble, si nous ne nous mettons pas debout pour résister contre cette disparition lente mais sûre de notre pays, nous allons disparaître comme peuple historique. Un mot sur cette exigence de la vérité des urnes. Vous semble-t-elle encore d'actualité puisque cela va faire plus d'une année et demie que les résultats de ces élections ont été publiés? Monsieur Mbelou, ne serait-il pas temps de se tourner vers le dialogue intercongolais annoncé par Kabila? Mais ce monsieur-là annonce le dialogue intercongolais en tant que qui? Parce que il ne jouit d'aucun pouvoir réel. Le pouvoir qu'il a usurpé, c'est un pouvoir illégitime et illégal. C'est-à-dire, pour dialoguer entre nous, nous ne sommes pas nécessairement obligés d'adhérer à ce que ce monsieur-là dit. Nous pouvons nous retrouver, voilà pourquoi. Personnellement, j'estime que nous avons intérêt à nous retrouver davantage pour constituer des grands mouvements qui pourraient constituer une alternative à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Ah, ne dormons pas sur nos lauriers. Nous sommes en danger. Le Congo est en danger. Arrêtons de chercher à être en confrontation permanente avec ces gens qui n'ont rien à voir avec nous, qui souhaitent que nous puissions disparaître comme peuple. Vous imaginez, certains de nos compatriotes militaires sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont résisté au front. Et quand ils rentraient à Kinshasa, ou là où il y avait où était leur supérieur hiérarchique, on leur demandait: ah bon, vous êtes allés résister et vous avez tué nos compatriotes à nous. Donc on leur posait ces questions-là au Congo. Et certains d'entre eux, pour avoir résisté contre les compatriotes de ceux qui prétendent être congolais à Kinshasa, certains de nos compatriotes se retrouvent aujourd'hui en prison. Et je vous rappelle que la Croix-Rouge internationale s'est rendue compte que les prisons congolaises ont atteint plus de 700% de la capacité des personnes qu'elles peuvent contenir. Et la plupart de ces personnes-là sont dans ces prisons sans jugement.
Oui, on va en Nous parler. assistons. Oui, on va en parler à la fin de l'émission. D'accord. Monsieur Bello, D'accord. Radio Okapi a écrit cette semaine que le gouvernement congolais a refusé le 18 avril à Pretoria de signer un accord sur la cessation du statut de réfugié rwandais vivant sur son sol. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, qui a participé pour les comptes de la RDC à une réunion ministérielle sur le sujet, a déclaré le dimanche 21 avril à Goma que la RDC craint que les Rwandais ne puissent affirmer un jour qu'il n'y a plus de réfugiés en RDC et que ces personnes revendiquent automatiquement la nationalité congolaise. Voilà qui fait rebondir sur les concepts de la nationalité flottante, initié une fois ici par Mwamba Chibango. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais la guerre entretenue par M. Paul Kagame à l'Est a aussi cela comme objectif. Selon certains documents que nous détenons, il y a au moins 100 000 démobilisés de l'armée rwandaise qui se retrouvent à l'est de notre pays. N'oubliez pas qu'au Rwanda aujourd'hui, on pratique la vasectomie et le contrôle des naissances est en train de se faire de manière assez draconienne. C'est vrai, le Rwanda a une question, a un problème de surpopulation, mais il procède mal pour exiger que le Congo engloutisse ce qu'il considère comme étant sa population excédentaire. C'est là que la logique pour laquelle ce pays-là a opté est une logique mortifère. Il préfère nous faire la guerre pour que son trop-plein, le trop-plein de sa population reste chez nous, alors qu'il y avait moyen de procéder autrement, c'est-à-dire de procéder à une intégration politique respectueuse de la souveraineté et du Congo et du Rwanda. Mais si nous faisons une intégration politique comme les pays latino-américains le font aujourd'hui, tout en respectant notre souveraineté en tant qu'au pays autonome, les choses iraient mieux. Hein? Donc, tout se joue aussi à ce niveau-là. Il y a un trop-plein de la population rwandaise et que les dirigeants actuels ne savent plus contenir de ce côté-là. Mais le Congo est un sous-continent. Si nous avions des traités politiques clairs, on pouvait s'entendre pour que une partie de cette population vive chez nous. Mais maintenant, qu'est-ce qui se fait? On préfère passer par cette identité flottante pour que les Rwandais qui sont déjà chez nous deviennent automatiquement congolais. Mais pourquoi vouloir nous imposer une vision des choses alors qu'on peut procéder autrement en tant que pays voisin? Et le comble, c'est que vous avez tous ces militaires du CNDP, au moins 3000 qui sont déjà à Kananga et dans d'autres coins de notre pays. Pourquoi? Parce que il y a une petite idée, une idéologie des gens qui sont autour de Paul Kagame, et tous ces gens-là estiment qu'ils peuvent venir chez nous et s'imposer sans notre aval, et que nous finirons par accepter. Comme si Paul Kagame et son cheval de Troie qui est chez nous était éternel. Non. Vous savez, même s'il y a lieu de nous plaindre de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais les Congolais ne sont pas aussi bêtes que le monde le croit. Les Congolais se retrouvent aujourd'hui dans tous les coins du monde. Ils finiront malheureusement par prendre leur revanche, et ça risque de coûter trop cher aux générations futures. Parce que vous ne pouvez pas impunément, humilier tout un peuple pendant autant d'années. Cette humiliation, malheureusement, risque de se transformer en une haine qui risque de provoquer des dégâts que ceux qui créent cette haine aujourd'hui ne seront pas capables de supporter demain. Voilà pourquoi, malgré tout, nous nous invitons à nous guérir de plus en plus de cette haine, d'analyser froidement cette situation pour voir comment nous pouvons conjuguer la compréhension de ce qui se passe
et un engagement sérieux dans un processus de changement profond pour le salut de notre peuple. Pour finir, Jeune Afrique parle des prisons en RDC pour lesquelles les conditions de détention sont jugées catastrophiques par les CICR. En visite au Congo, Peter Maurer, le numéro 1 de l'organisation internationale humanitaire basée à Genève, s'est dit également préoccupé par l'état des prisons en RDC. Après un bref passage au centre pénitentiaire des rééducations de Kinshasa, communément appelé la prison centrale de Makala, il s'est retrouvé face à des vieilles infrastructures qui représentent un risque pour les détenus et de constater que les services médicaux étaient défaillants et que la nourriture servie aux prisonniers n'était pas adéquate. On a là un cas clair de prison qu'on peut appeler mouroir. Je pense que le mot n'est pas très fort. Oui, mais le Congo, dans son entièreté, rappelez-vous, on a fait une émission au cours de laquelle nous avons fait allusion à cela. Le Congo, dans son entièreté, est une prison à ciel ouvert. Personne aujourd'hui, en dehors du réseau du clan de la Kabylie, personne aujourd'hui ne parle au Congo. Si vous parlez, on vous arrête et on vous met en prison ou on vous tue tout simplement. Et les membres de la Croix-Rouge internationale qui ont remarqué que la plupart de nos prisons sont surpeuplées, n'arrivent pas à s'en prendre au système néocolonial qui fait que nos prisons puissent être surpeuplées et que les victimes de cette surpopulation puissent être ceux qui tombent sous les coups de la guerre de tous contre tous engagée par le système néolibéral. Donc, on peut bien faire des constats, remarquer que nos populations, nos prisons sont surpeuplées, mais malheureusement, on ne remonte pas à ce système qui conduit à la guerre d'une minorité de nouveaux prédateurs et des oligarques ayant organisé un réseau transnational pour faire de notre pays une prison à ciel ouvert. Et comme nous nous rendons de plus en plus compte de ces situations, c'est à nous, Congolais, c'est aux minorités organisées congolaises, c'est au grand mouvement que les Congolais doivent crier qu'il appartient de se mobiliser pour pouvoir mettre fin à cette situation-là. Dieu merci, malgré tout, il y a des compatriotes qui s'élèvent au pays même pour se battre et cela même au sacrifice de leur vie pour pouvoir mettre fin à cette situation d'inhumanité et d'indignité. Très bien, merci beaucoup Monsieur Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien Monsieur Tetnandou et à la semaine prochaine.